22h10, le cessez-le-feu en Syrie, le bilan terrible des violences intercommunautaires qui atteint ce soir 1120 morts. Pour en parler sur ce plateau, j'accueille Joshua Zarka. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, ambassadeur d'Israël en France. Merci d'être là. Thierry Arnaud, bonsoir. Bonsoir, éditorialiste politique international BFM TV. Vous revenez d'Israël, une semaine de violence et ce chiffre qui est tombé il y a quelques heures, 1120 victimes en une semaine. C'est terrible, c'est terrible. Vous savez, ce qui se passe en Syrie, c'est un massacre d'un niveau que ça fait très longtemps que nous n'avons pas vu cela. Je dirais presque depuis le 7 octobre. Et il y a une certaine indifférence de la communauté internationale qui est incompréhensible. Sur la question, est-ce que la communauté internationale va condamner fortement, ou bien simplement dire ça devrait s'arrêter. Et ce qui se passe, c'est que les Druzes, une minorité syrienne, se fait massacrer par des islamistes djihadistes qui sont liés d'une façon ou d'une autre au gouvernement. Et Israël n'a eu aucune autre alternative mais qu'aider cette Alors vous dites minorité. lié d'une façon ou d'une autre au gouvernement. Un cessez-le-feu a été négocié après l'intervention d'Israël avec ce même gouvernement. Vous y croyez? Vous croyez à cette parole, à cette trêve? C'est pas le premier. Hein. Ce n'est pas le premier cessez-le-feu. C'est le deuxième, si je me trompe même, je dirais presque le troisième cessez-le-feu depuis le début de cette crise. Vous savez, il y a la question, est-ce que Hachara, Djoulani comme il s'appelle, contrôle vraiment les forces de son armée? Ou bien si simplement c'est des groupes indisciplinés et qui font plus ou moins ce qu'ils veulent, et très extrémistes. C'est des gens qui sont vraiment... c'est des islamistes de la pire manière qu'il y a. Et donc la grande question, est-ce que Hachara est capable de les contrôler ou pas? Et là, nous avons des doutes. Alors donc, on va voir, si c'est la preuve, c'est à lui de prouver qu'il est capable de les contrôler, qu'il est capable de mener à bien ce cessez-le-feu. On a vu, après le dernier cessez-le-feu, des combattants, des terroristes islamistes qui jetaient des Druzes d'un bâtiment, d'un haut d'un bâtiment, et simplement pour leur plaisir. Mais vous interrogez sur sa capacité à les contrôler ou sur sa volonté de les contrôler, ce qui n'est pas la même chose? Vous avez tout à fait raison. Il peut dire qu'il le veut et vraiment ne pas vraiment essayer de le faire. Alors, il doit prouver qu'il les contrôle. Parce que vraiment la preuve est vraiment dans les faits. S'il les contrôle, si les combats arrêtent, si le massacre arrête, là on pourrait dire effectivement il est sérieux. Pour l'instant, c'est à lui de le prouver. Mais lorsqu'Israël va bombarder le siège de la défense syrienne à Damas, va faire tomber les bombes dans le quartier du palais présidentiel, vous ne vous en prenez pas à ces extrémistes, pour reprendre vos termes, qui se lancent à l'assaut des Druzes à Soueïda. Vous en prenez au pouvoir central. Oui, donc c'est une façon de dire qu'il sa responsabilité. Qu'il est une force, ce que vous considérez comme une force hostile. C'est sa responsabilité. C'est à lui de les contrôler. C'est lui qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie. Mais en quoi les bombarder va aider à les contrôler? Non, mais vous savez, ce bombardement dont vous parlez, n'oublions pas que 3 heures auparavant, nous avons fait ce que nous appelons, ce que nous faisons généralement dans tous les dans tous les combats urbains. Nous avons mis une petite bombe sur le toit du palais qui disait « vous devez tous sortir ». Et ensuite, c'est seulement après que tout le monde soit sorti que le palais, effectivement, a été bombardé. Donc, c'est pour lui envoyer un message très clair. Mais quel est le message? Le message est « vous devez arrêter ce massacre ». C'est votre responsabilité d'arrêter ce massacre et nous ne vous permettrons pas de le continuer. Si on vous entend, vous le mettez au pied du mur. Est-ce qu'Israël est prête à intervenir à nouveau si la communauté druze était menacée? Et on le rappelle pour que tout le monde comprenne bien ce qui se joue. La communauté druze est importante en Israël. Il y a plus de 150 000 personnes. C'est la seule minorité du pays à effectuer le service militaire obligatoire. Non, c'est pas la seule. Les Arabes chrétiens, certains Arabes musulmans, il y a beaucoup de minorités en Israël, tous participent d'une façon ou d'une autre au service militaire. C'est vrai que c'est la minorité qui participe de la façon la plus importante au service militaire en Israël. Il y a des généraux qui sortent de cette minorité, de ce groupe communautaire. Oui, Israël a activement arrêté activement le massacre et a participé au combat. Et nous le ferons s'il le faut pour venir à l'aide de cette communauté
qui a lié son destin au nôtre dès le début de la création de l'État d'Israël. Si les violences reprennent, Israël est prêt à intervenir à nouveau? Les Druzes ont lié leur destin à nous dès le début de la création. Et donc, nous sommes obligés de les protéger. C'est des familles, vous savez. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans mon ambassade il y a à peine un an, qui a sa famille qui est en Syrie et qui me dit, voilà, ma famille est menacée. Alors donc, c'est vraiment des gens ils font partie de notre peuple. Et donc, nous les protégerons. Est-ce que le but, c'est de faire tomber ce régime? Non, pas du tout. Pas du tout. Le but, vous savez, c'est une question qui m'est posée de façon assez régulière. Quel est le but d'Israël? Le but d'Israël, c'est de vivre en paix avec nos voisins et que nos voisins soient en paix et ne s'entretuent pas. C'est tout. Pas plus. Et donc, Ashara, ou Djoulani, ça dépend comment on l'appelle, doit comprendre qu'il doit nous prendre très au sérieux, comme l'ont fait d'autres, quand on dit arrêtez ces combats, arrêtez ces massacres, parce que sinon, on va y participer. Depuis le changement de régime en Syrie, avec l'aide américaine, on ne semble pas si loin d'un tournant géopolitique majeur et d'une normalisation possible des relations entre la Syrie et Israël. Est-ce que ce qui vient de se passer avec les Druzes change tout? Change tout, non, parce que c'est le Moyen-Orient. Vous savez, le Moyen-Orient, les choses changent assez rapidement. Mais il va devoir prouver qu'on peut lui faire confiance. Et pour l'instant, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. S'il a permis, vous savez, il y a quelques mois à peine, ses forces massacraient les chrétiens et les alaouites, et personne n'a intervenu. La communauté internationale regardait ça faire, disait « Oh, il faudrait condamner cela, c'est pas bien, on va leur demander d'arrêter ». Mais personne n'a intervenu pour arrêter. Là, quand on parle de cette population druze qui est liée à nous, finalement, nous avons dit il ne suffit pas de demander l'arrêt de ce massacre, mais il faut faire en sorte qu'il s'arrête. Et pour préciser ma question, est-ce qu'une normalisation des rapports entre la Syrie et Israël, est-ce qu'une reconnaissance est possible avec ce président-là qui a le passé qu'on connaît? Vous savez, bon, ça a été publié qu'il y avait eu un début de discussion. J'imagine que oui, normalement, s'il est sérieux et s'il arrête et s'il prend le contrôle de ses forces et s'il fait en sorte que ça ne se reprenne pas, on fait la paix avec des ennemis. Donc c'est avec un ennemi qu'on va faire la paix. Donc on peut le considérer comme un ennemi. Vous savez, c'est un djihadiste qui a dit il n'y a pas longtemps que son but était de faire tomber Jérusalem. Il est encore un ennemi aujourd'hui. C'est pas un ennemi comme l'Iran, c'est pas un ennemi comme le Hamas, mais c'est pas un ami. C'est pas quelqu'un avec qui nous avons fait la paix. C'est quelqu'un avec qui nous pourrions faire la paix s'il était suffisamment sérieux. Pour évoquer ce qui se passe à Gaza, le pape a eu une parole forte aujourd'hui. Il a appelé à mettre fin immédiatement, je cite, un terme à la barbarie de la guerre. Une prise de parole qui intervient après la mort de 3 personnes dans la seule église catholique de la bande de Gaza. Oui, mais c'est terrible. D'abord, le Premier ministre Netanyahou a appelé le pape pour s'excuser de ce qui s'est passé sur cette église. C'était une frappe qui a été faite par erreur. Vous savez, nous appelons à la fin de la barbarie de la guerre depuis très longtemps. La barbarie de cette guerre, c'est une barbarie qui a commencé le 7 octobre, il y a 2 ans pratiquement. Et nous avons demandé, nous avons essayé, nous avons négocié et nous avons nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour mettre à fin cette guerre qui est une guerre terrible. Une guerre terrible pour les Palestiniens, une guerre terrible pour les Israéliens. Le seul parti qui bénéficie de cette guerre, c'est le Hamas. Qui continue, c'est lui qui maintient encore nos otages. Et si demain il libérait nos otages, cette guerre serait terminée. Si le Hamas avait libéré nos otages il y a 1 an, cette guerre aurait terminé il y a 1 an. C'est lui qui décide si la guerre continue ou pas. Et il sait, le Hamas sait, cette organisation terroriste, barbare, inhumaine, sait que pour l'instant le temps est de son côté. Mais est-ce que vous comprenez, monsieur l'ambassadeur, qu'on ait du mal à comprendre parfois comment ce pays et cette force armée israélienne qui est capable d'aller frapper au cœur de l'Iran, ses installations nucléaires, parfois ses responsables au cœur de la capitale, au mètre près, en passant par un trou de souris pratiquement dans un appartement, nous explique qu'on bombarde une église par erreur dans la bande de Gaza? Ça arrive. Des erreurs arrivent, c'est triste et c'est malheureux. Et c'est une erreur qui a eu lieu. Vous savez, c'est une guerre qui a commencé il y a pratiquement 2 ans. Et pendant 2 ans de guerre, des erreurs ont eu lieu. Malheureusement, c'est quelque chose de terrible, mais c'est une guerre. Il y a des gens meurent pendant la guerre.
C'est pas ce que nous avons voulu faire. Ce n'était pas le but d'attaquer cette église. Et le fait est que le Premier ministre lui-même a appelé le pape pour s'en excuser. Ça veut dire quelque chose. Mais malheureusement, c'est terrible. Mais c'est une erreur. Alors vous le dites, c'est une guerre qui dure depuis 2 ans. Selon les associations, la malnutrition atteint des niveaux alarmants dans la bande de Gaza, particulièrement pour les enfants. Alors vous savez, toute la question de la malnutrition et la militarisation de l'assistance humanitaire, comme certains dirigeants politiques français le disent, il y a une militarisation de l'assistance humanitaire à Gaza. Elle est faite par le Hamas d'une façon militaire. Il tire sur les Gazaouis qui essayent d'aller recevoir directement l'assistance humanitaire. Les Israéliens n'ont jamais tiré. Qu'Israël distribue aux Gazaouis. Et non seulement nous distribuons directement avec les Américains, ce groupe américain qui nous aide, distribue directement l'assistance humanitaire aux Gazaouis, mais aussi nous le faisons par le biais de différentes organisations onusiennes qui ont distribué des tonnes et des tonnes ces dernières semaines d'assistance humanitaire. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la défense civile de Gaza, qui est une organisation qui appartient complètement au Hamas, et qui non seulement fait cette guerre envers les Gazaouis qui osent aller recevoir directement l'assistance humanitaire au lieu de payer un très grand prix chez le Hamas, osent aller le faire. Et ce qui est triste, c'est non seulement cela, mais c'est que d'abord, certains médias et certains des dirigeants européens adoptent ce narratif qui est un narratif du Hamas. Donc Israël n'a jamais tiré. Vous savez, encore une fois, nous sommes dans une guerre qui est une guerre terrible, une guerre urbaine qui a commencé il y a pratiquement 2 ans. Nous avons malheureusement fait des erreurs. Et il nous arrive de continuer à en faire. Mais ce sont des erreurs. Nous ne faisons pas en sorte de tirer sur des civils, bien au contraire. Quel est le sens aujourd'hui des restrictions drastiques qui sont encore appliquées à l'aide humanitaire à la bande de Gaza? Non, alors là, c'est exactement... Vous laissez rentrer tous les camions dont les Gazaouis ont besoin? C'est exactement le message qu'essaie de faire passer le Hamas, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Le Hamas s'est enrichi... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de restrictions. Non. Le Hamas s'est enrichi en 2024, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, en vendant l'assistance humanitaire. Vous savez, il y avait 4 problèmes dans les négociations qui ont lieu maintenant. Il y avait 4 problèmes. Un des 4 problèmes, c'est que le Hamas demandait que la distribution de l'assistance humanitaire se fasse par lui, par son biais, pas directement par Israël et les organisations onusiennes vers la population palestinienne. Et pourquoi ça? La raison est qu'ils sont en faillite. Ils sont en faillite parce qu'ils ne peuvent plus vendre l'assistance humanitaire. Et donc, ils essayent de faire en sorte que le monde entier dise « Ah, mais il y a des restrictions ». Combien de camions laissez-vous rentrer aujourd'hui chaque jour? Des milliers. Des milliers de camions par jour? Non, tous les jours. par jour, bien sûr que non. Mais il y a des milliers et des milliers de camions sont rentrés ces dernières semaines et des centaines de milliers de tonnes d'assistance humanitaire sont rentrées. Donc, ces histoires qu'il n'y a pas suffisamment d'assistance humanitaire qui rentre, c'est une propagande du Hamas. Non, c'est une propagande du Hamas qui est malheureusement adoptée par certains médias et par des dirigeants politiques européens. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle d'une normalisation possible des relations entre la Syrie et Israël, la Syrie qui a pourtant à sa tête un président qui est un ancien djihadiste, on se pose la question de pourquoi un cessez-le-feu à Gaza n'est pas possible. Un cessez-le-feu à Gaza est possible. Alors pourquoi il n'est pas mis en place ? Dès qu'il libère nos otages. C'est très clair. Demain, aujourd'hui, hier, nos otages seraient libérés, ce serait la fin de cette guerre. Le Premier ministre l'a dit d'une façon très claire, je l'ai dit sur chaque plateau, c'est quelque chose qui a été décidé, et même s'il n'est pas toujours accepté par certains membres de la politique israélienne, c'est quelque chose qui se fera dès que nos otages seront libérés. Cette guerre terrible sera terminée. Aucun pays ne peut se permettre de laisser une organisation comme le Hamas rentrer dans son pays, kidnapper des centaines de personnes, les faire sortir et ensuite ce pays abandonnerait ses otages. Non, ça ne se fait pas. Et donc nous ne le ferons pas, nous ne le faisons pas, nous ne le ferons pas. Cette guerre continuera malheureusement tant que nos otages ne seront pas rentrés chez eux.
Un mot sur ce nouveau navire de la flottille pour la liberté qui part aujourd'hui de France pour les côtes palestiniennes. À son bord, 18 personnes, dont des parlementaires politiques français de la France insoumise. Oui. Vous savez, c'est encore une fois la croisière qui s'amuse. Ça a fait énormément de publicité la dernière fois. Certains politiciens français ont pensé que c'était une bonne idée, d'autres d'ailleurs. C'est pas seulement des Français, il y a un peu du tout. Certains politiciens ou activistes ont pensé que c'était une bonne idée de faire cette publicité encore une fois. Si ces gens s'inquiétaient des Gazaouis, ils feraient quelque chose de sérieux. Ils nous aideraient à nous débarrasser du Hamas. Ils nous aideraient pas à débarrasser militairement, mais à faire comprendre à la communauté internationale que le Hamas a pris en otage non seulement les Israéliens, mais aussi les Palestiniens. Ils s'en fichent. C'est des gens, vous savez, c'est des bourgeois de certaines, ou bien de New York, ou bien de Paris, qui pensent aider, soi-disant, une cause qu'ils ne connaissent pas et qui s'en fichent vraiment, et qui veulent faire un espèce d'acte de publicité, prendre du plaisir pendant une semaine ou deux en Méditerranée et ensuite dire « Ah, je me suis fait arrêter ». C'est un acte de publicité, pas plus. J'aurais aimé avoir votre réaction sur ce qui s'est passé en Russie aujourd'hui. Le conseiller du guide suprême a rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Les Iraniens reprennent le contact avec la Russie, avec les Européens certainement dans les jours qui viennent, pour discuter du nucléaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ali Larijani était auparavant un conseiller du guide suprême. Il a repris ce poste quand certains de ses conseillers ont disparu depuis dans la guerre des 12 jours. C'est quelqu'un qui connaît le dossier iranien, le dossier nucléaire iranien. C'est quelqu'un de très, c'est un extrémiste, comme le sont la plupart des Israéliens, des Iraniens. Vous savez, quand on posait la question ici sur différents plateaux au sujet de la diplomatie, le rôle de la diplomatie, dans chaque guerre, il y a un rôle pour la diplomatie avant. Si la diplomatie a réussi, alors il n'y a pas besoin de la guerre. Quand la diplomatie échoue, il y a ensuite l'utilisation de la force, l'opération militaire. Et toujours pour fermer cette opération militaire, on a besoin de la diplomatie. Donc le fait qu'il y ait des négociations entre Iraniens et Européens, ou Iraniens et Américains et d'autres, n'est pas quelque chose de négatif. Ce qu'il faut, c'est que les Iraniens comprennent, et je pense que les Européens l'ont très bien compris, nous sommes tout à fait alignés sur ce sujet, et aussi avec les Américains, et je dirais même avec les Russes, que les Iraniens ne peuvent pas avoir d'enrichissement, ne peuvent pas avoir de capacité de produire l'arme nucléaire. Alors, toute forme d'enrichissement d'uranium ne peut être mise sur la table. Ça doit être exclu des discussions. Exclu complètement. Merci, monsieur l'ambassadeur d'être venu sur ce plateau. Merci. Thierry